Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Les éléments étaient fabriqués sur Terre et assemblés ensuite dans un des 9 chantiers spatiaux internationaux en orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. Chaque chantier travaillait simultanément sur 3 vaisseaux, ce qui permettait d'utiliser en permanence les ouvriers robots spécialisés dans chaque étape de la construction. Grâce à la mobilisation mondiale des moyens et des ressources, il fallait maintenant seulement 2 ans pour construire un Esperanza, alors que le premier en avait nécessité presque 6. Neil récupéra sa valise et fit la queue pour descendre du wagon. 3 minutes plus tard, il était sur le quai, attendant comme une centaine d'autres voyageurs que les portes d'accès au niveau supérieur de cette partie de la gare s'ouvrent. Le train repartit. Neil observa la porte du sas se refermer sur le wagon de queue. Bizarrement, personne ne parlait et Neil put lire sur le visage de ses voisins une certaine appréhension. Il se demanda s'il n'y avait pas quelque chose d'important qu'il aurait oublié ou qu'il ne saurait pas. Finalement, une voix d'homme leur souhaita la bienvenue et leur demanda de patienter encore quelques instants pour des raisons techniques. Cette intervention sembla rassurer tout le monde. Neil leva les yeux vers le plafond du quai. Il était voûté sans doute pour optimiser sa résistance et truffé de sprinklers contre l'incendie. Il reconnut aussi des caméras, divers capteurs et, plus inquiétant, 2 tourelles à tir sélectif. Neil savait que le programme Exodus avait des opposants particulièrement actifs et il réalisa soudain que les services de sécurité de la station devaient être en train de scanner tous les visages des voyageurs pour vérifier qu'aucun intrus ne s'était glissé parmi eux. À l'école de l'espace, le même genre d'installation assurait la sécurité des accès, mais sans les tourelles à tir sélectif. Neil haussa les épaules. Il se sentait dépassé par ce genre de situation. Pour sa part, il avait toujours accepté les opinions des uns et des autres, même s'il n'était pas d'accord. Il n'avait jamais cherché à justifier et encore moins à imposer son point de vue. Dans le cas présent, il ne comprenait pas trop les opposants au projet Exodus. La Terre était surpeuplée et il fallait bien trouver une solution. À l'époque où le projet avait été voté, certains extrémistes considéraient qu'il s'agissait d'une folie qui allait ruiner l'économie mondiale et qu'une bonne guerre avec des bombes propres serait bien plus efficace pour diminuer la population. Heureusement, les économistes avaient démontré que les destructions, les blessés à soigner et les traumatismes engendrés coûteraient bien plus cher à l'humanité que le projet Exodus. Une telle guerre pouvant en outre, si elle dégénérait, signifier la fin de toute vie sur Terre. Les débats avaient duré longtemps, mais pour une fois, la sagesse des humains avait prévalu et Exodus avait vu le jour. Les opposants qui s'étaient regroupés en un mouvement mondial baptisé AEDP, Against Exodus Death Penalty, arguaient qu'aucun des vaisseaux envoyés n'avait encore atteint une planète habitable et qu'il aurait fallu attendre quelques années pour s'assurer de la viabilité du projet avant de poursuivre cet exode massif. Ils considéraient qu'en l'état actuel des choses, être embarqué dans un Esperanza équivalait à la peine de mort. Ce à quoi les autorités répondaient qu'il faudrait sans doute des milliers d'années aux premiers Esperanza pour atteindre une planète habitable et que la Terre ne pouvait pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Les vaisseaux étaient conçus pour résister à de telles durées et au pire, si on s'apercevait un jour que le projet n'aboutissait pas et si la situation sur Terre s'améliorait, rien n'empêchait d'envisager le rappel des Esperanza. L'AEDP prétendait aussi que si les pays riches acceptaient une politique de réduction de la consommation, rien n'empêchait que 11 milliards d'individus cohabitent sur Terre. Il suffisait d'avoir le courage de prendre des mesures pas très populaires, comme diminuer de moitié la consommation de viande, interdire toute forme de tourisme nécessitant des déplacements, supprimer les produits polluants, imposer les transports en commun et une plus juste répartition des ressources. Les gouvernements rétorquaient que ce genre de politique digne de l'avènement du communisme n'avait jamais fonctionné nulle part et ne fonctionnerait jamais. L'être humain est trop attaché à sa liberté et à son espoir de réussite sociale pour adhérer à un tel concept. Si on tentait d'imposer de telles mesures, un mouvement d'opposition encore plus puissant que l'AEDP verrait alors le jour. Entre 2 opinions aussi diamétralement opposées, le dialogue était impossible et l'AEDP était donc passé à l'action violente, essayant de saboter le projet par tous les moyens. C'est ainsi que des groupes armés posaient des bombes et prenaient en otage des scientifiques ou des chefs d'entreprise impliqués dans le projet Exodus. Les gouvernements ne prenaient pas à la légère cette opposition qui avait, selon un récent sondage, le soutien de près de 15% de la population. Et ce chiffre continuerait à grossir au fur et à mesure que des proches de gens envoyés de force dans les soutes des Esperanza rejoindraient le mouvement. En fait, insidieusement,
Un État policier prenait place dans tous les pays du monde, anticipant les troubles futurs. Les 2 tourelles à tir sélectif de la station d'Antoche étaient là pour en témoigner. Neil posa sa valise sur le sol et s'assit tranquillement dessus. Regardant autour de lui, il réalisa que tous les voyageurs qu'il apercevait étaient dans sa tranche d'âge, entre 20 et 25 ans. Il était donc fort probable que tous fassent aussi partie de l'équipage d'Esperanza 64. Tout comme lui, pendant 5 ans, ils avaient suivi des formations pratiques et théoriques dans les 8 domaines où ils étaient le plus doués. À bord, seuls 4 d'entre eux leur seraient utiles. Le premier étant bien entendu le plus important puisqu'on prétendait qu'il déterminait la couleur de l'uniforme porté. Mais le second l'était tout autant, notamment si par exemple le premier consistait à explorer les planètes et qu'on passait des années sans en rencontrer une seule. Le choix des affectations incombait à l'ordinateur du vaisseau qui tenait compte des choix exprimés à leur départ de l'école par les futurs membres d'équipage, des places disponibles et des notes obtenues aux différents examens. Le bruit courait que plus on embarquait tôt et plus on avait de chances d'être affecté dans les domaines que l'on préférait. Neil ne savait pas combien d'hommes et de femmes avaient déjà embarqué, mais il ne croyait pas à cette rumeur. La liste de l'équipage était en effet établie depuis longtemps et les données du problème connues de l'ordinateur de bord. Seuls quelques remaniements de dernière minute étaient nécessaires en fonction d'éventuels imprévus, comme par exemple le désistement d'un membre d'équipage pour raison de santé. Pour le reste, personne ne savait vraiment comment allait s'organiser la vie à bord d'Esperanza 64. Cela faisait partie des grands mystères du projet Exodus. Ceci dit, il était évident que, compte tenu de la longueur du voyage, il passerait beaucoup de temps en caisson de cryoconservation, mais là encore, ce serait, selon les rumeurs, l'ordinateur de bord qui déciderait en fonction des circonstances. L'attention de Neil fut soudain attirée par une sirène d'alarme. La porte au bout du quai était en train de s'ouvrir, la voix de l'homme qui les avait accueillis leur parvint. « Dirigez-vous sans bousculade vers le couloir d'accès à nos installations. Vous allez être reçus un par nos conseillers psychologues qui vous donneront toutes les informations nécessaires. Ce soir, vous serez en haut de la tour d'Antoche. Demain, vous embarquerez sur votre vaisseau. Suivez à la lettre les instructions que l'on vous donne. N'oubliez pas que dans l'espace, la moindre erreur ne pardonne pas. » Neil sourit. Voilà, ils entraient dans le vif du sujet. Il savait maintenant que tous ceux qui l'entouraient faisaient partie de l'équipage du vaisseau. Il attendit tranquillement que tout le monde se soit dirigé vers la porte et il ferma la marche. Mila récupéra son modeste sac à dos qui ne contenait pas plus de 5 kilos d'effets personnels et elle suivit la file. Son cœur battait la chamade et son ventre se crispait sous l'émotion. Enfin, elle y était. Elle touchait du doigt son rêve de toujours, voyager dans l'espace. Elle avait beau se dire qu'il lui fallait savourer l'instant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une impatience enfantine. Elle aurait tant aimé être déjà là-haut. Son parcours difficile expliquait sans doute cet état de fébrilité. Mila avait en effet réussi de justesse le concours pourtant réputé facile d'entrer à l'école de l'espace, et sa scolarité s'était déroulée laborieusement. Elle avait dû redoubler sa première année et à plusieurs reprises le conseil l'avait menacé de la renvoyer de l'école. Mila savait qu'elle n'était pas faite pour les études. Calculer une trajectoire à l'approche d'une étoile, évaluer une dépense de carburant, analyser une composition atmosphérique, comprendre un processus biologique, détecter un composant défectueux dans une carte électronique ne l'intéressait pas du tout. Elle trouvait tout cela compliqué et préférait laisser cela aux autres, considérant qu'il n'y avait sûrement pas que cela à faire à bord. Certains professeurs, à l'évidence peu pédagogues et considérant qu'elle ne pourrait guère que faire le ménage ou la vaisselle sur l'Esperanza, la surnommaient la Lolita de l'espace. Mila n'en avait cure. Elle savait bien qu'à bord, des robots s'occupaient de ce genre de besogne, et elle se disait qu'on lui trouverait bien une occupation plus intéressante, quelque chose de concret. Ses camarades, encore moins subtils que les professeurs, se moquaient d'elle en lui disant qu'elle serait la prostituée du bord. Mila était loin d'être prude. Elle aimait bien faire l'amour, mais la perspective d'être une prostituée l'humiliait. Et elle répondait avec agressivité à ses détracteurs qu'elle les casserait en deux plutôt que d'avoir le moindre rapport sexuel avec eux. En général, personne n'insistait car Mila n'hésitait pas à en venir aux mains lorsqu'elle s'énervait. D'ailleurs, à 2 reprises, elle était passée en conseil de discipline pour avoir frappé des camarades, hommes ou femmes. Et ce n'était là que les rares fois où ses victimes avaient porté plainte. Mila pesait à peine 62 kilos et elle prenait parfois plus de coups qu'elle n'en donnait, mais lorsqu'elle partait, rien d'autre ne comptait que d'écraser son adversaire. La 2e fois, le conseil de discipline l'avait exclue pendant 2 semaines de l'école
et elle avait dû travailler dur pour rattraper les cours perdus. Heureusement, elle avait eu 2 bonnes amies, Tatiana et Léa, qui ne se moquaient jamais d'elle et qui l'aidaient lorsqu'elle était dépassée par les notes. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.